Ce soir, l'époque du bronze moyen et passer donc à l'époque du bronze récent. Donc c'est une période tout à fait importante puisque c'est grosso modo la période vraisemblablement de la conquête et de l'exode et de la conquête. Je dis vraisemblablement parce que reconstituer une chronologie précise au-delà de l'an 1000 avant Jésus-Christ, à partir des données bibliques, c'est très difficile. C'est très difficile parce que les manuscrits ne sont pas tous d'accord sur les dates. On ne sait pas finalement quels sont les véritables. Alors bon, on est obligé de laisser des points d'interrogation, non seulement pour une année près, mais même plus que ça, quoi. C'est très 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 vague. Donc je dis à peu près. Vraisemblablement, donc, s'il s'agit de la période de l'exode et de la conquête. Bien, alors, parlons maintenant, parlons quelque peu des armes de l'époque du bronze moyen, notamment justement de l'époque Hyksos plus précisément. On a vu la dernière fois donc le développement du char de combat. Il y a aussi alors un autre élément qui était utilisé par les Hyksos pour leur déplacement, puisqu'ils sont venus vraisemblablement d'Anatolie. C'était les chars à bœufs, des chars tirés par des gros chariots, alors là, qui étaient avec des roues pleines, qui étaient retenus par un essieu aussi très large, et qui évidemment, de ce fait, ne pouvaient pas battre des records de vitesse, on imagine bien, mais qui étaient justement comment dirais-je, le train logistique de l'armée, des armées Hyksos. Bon, on a vu aussi donc le développement du bélier de siège, le développement des fortifications pour contrer le bélier de siège, le développement de la porte, une porte qui permettait justement l'accès à l'intérieur des fortifications des chars de combat. On va voir maintenant, si vous voulez, rapidement les armes personnelles. Bon, l'armement léger, si on peut dire. Bon, on retrouve à cette période-là la hache aïeux, qui était donc typique du Moyen-Orient avant l'arrivée des Hyksos, et qui maintenant va connaître un développement un peu particulier. Ça veut dire que elle va être beaucoup plus. Alors que les haches aïeux, si vous voulez, de l'époque précédente se présentaient à peu près comme ça. Maintenant, elles vont avoir cette forme, une forme beaucoup plus. Donc tout ça c'est tranchant, bien sûr, ici, tout là. Et puis alors, voilà, on est à peu près. Bon, c'est typique de voir, par exemple, sur les tombes de Beni Hassan qu'on trouve en Égypte, les Asiatiques qui arrivent en Égypte avec des haches de ce type, qui sont emmanchées sur des. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, ça donne à peu près cette forme-là. Bon, ensuite, on a, outre cette hache qui est le développement donc, de la hache aïeux, bien connue donc, depuis l'époque du bronze ancien, on a un autre type de hache qui apparaît à cette période-là. Je peux effacer ? Oh, je vais laisser. Qui est une hache, alors ça c'est une hache pour couper, beaucoup plus, vous voyez. Et, alors il y a aussi, oui, si vous voulez, il y a un fil ici, comme ça, quoi. Il y a deux tranchants de chaque côté, quoi. On a l'apparition d'un autre type de hache, qui est une hache beaucoup plus pour percer. Hein. Alors, c'est une hache qui va avoir à peu près cette forme-là. Donc ici, bien sûr, un emplacement pour la mettre sur le manche. Hein. Voilà. Alors ici, donc, bon, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, c'est que déjà, aux époques précédentes, pour se protéger justement d'armes de ce type, les guerriers ont des casques de combat, qui sont des casques de cuir essentiellement, parce que le métal à cette époque-là est trop peu développé et trop coûteux justement pour que l'on ait des casques de métal. Et ce sont les Hyksos qui les premiers justement introduisent les casques de métal. Vous comprenez qu'avec un casque de cuir, à la limite, une hache de ce type était suffisante pour percer, hein, d'où justement le fait que, si vous voulez, la forme de la hache
se modifie justement pour pouvoir percer le casque de cuir. Hein. Bon, petit à petit, alors, le casque va évoluer dans ce sens qu'il va y avoir des parties qui vont être des parties de métal et des parties qui vont être des parties de cuir. Et puis, à une époque donc plus récente encore, l'ensemble du casque va être un casque de métal. Alors évidemment, quand on a un casque de métal, ce type de hache devient inefficace. Donc on va inventer un autre type de hache beaucoup plus performant, beaucoup plus qui, alors lui, a la possibilité éventuellement, en tout cas, sinon de percer le casque, du moins de le cabosser, de faire une grosse bosse au crâne qui est en dessous. Quoi. Donc, si vous voulez, bon, ça c'est une autre évolution. Bien, voilà. Autre évolution, maintenant, c'est l'épée. L'épée, bon, en fait, nous avons vu que avec les armes de bronze, comme on a à cette période-là, les épées ne peuvent pas être très longues, parce que le bronze est un métal qui, finalement, est assez cassant. Les Hyksos vont avoir le même problème, parce qu'ils ne connaissent pas encore le fer, et ils vont développer donc un type d'épée qui va avoir à peu près, si vous voulez, cette forme. Voilà, ça ici. Voilà. Mais, si vous voulez, qui va être beaucoup plus renforcé que les épées précédentes. Ça veut dire qu'il est plus épais, donc automatiquement plus affilé. Voilà, puis là, ici, bien sûr, on va... Bon. En fin de compte, si vous voulez, l'épée Hyksos est beaucoup plus une dague, une grande dague à peu près de cette dimension-là, qu'une véritable épée. Hein, c'est donc encore une arme. L'épée, disons qu'à cette période-là, c'est une arme encore assez rudimentaire. Hein. Bon. Donc, épée, hache. Ensuite, on a l'arc. L'arc qui n'évolue pas beaucoup à cette période-là, même si justement il va être mis en symbiose avec le char de combat. Le char de combat est essentiellement une plateforme pour la mise en œuvre la mise en œuvre de l'arc. L'arc est aussi bien sûr le javelot. Le javelot suit à peu près la même évolution, si vous voulez, que l'épée, dans ce sens que les pointes de javelot vont être renforcées. Alors on a, pour ce qui est de l'arc, aussi bien que du javelot, différents matériaux justement pour la pointe. Simplement, parfois, les flèches sont des simples tiges de bambou essentiellement, qui sont effilées à la pointe. Et vous savez que le bambou est un bois qui, notamment si on durcit la pointe un petit peu avec du feu, des choses comme ça, peut-être quand il est coupé à angle aigu comme ça, est très coupant, très effilé. Hein. Donc il n'y a même pas besoin de mettre une tête de flèche au bout de la flèche. Le tube de bambou lui-même sert de flèche. Il suffit de mettre un empennage pour que la flèche ait un vol rectiligne, et donc elle suffit. Bon, ensuite on a d'autres types de flèches qui sont des flèches qui sont soit équipées d'une pointe en os. Très souvent ce sont des os. Alors des os qui sont dentelés, ça veut dire que, si vous voulez, la pointe, on a fait des espèces de dents comme ça, de telle manière, si vous voulez, que lorsque la flèche pénètre à l'intérieur du corps, pour la retirer c'est beaucoup plus difficile, et ça, si vous voulez, pour la retirer, la blessure est encore beaucoup plus escagacée, si j'ose dire, quoi, hein. Bon, même chose avec aussi, on peut mettre aussi des pointes de silex, hein, silex tranchant, comme c'était le cas aux époques antérieures. Et enfin, bien entendu, on peut avoir des pointes de flèches qui sont en bronze. À partir du moment où on utilise le métal, si vous voulez, la flèche a tendance à devenir beaucoup plus, plus exactement, on réserve le bronze, qui est un matériau quand même assez rare et cher. Selon le vieil adage, tout ce qui est rare et cher, on l'utilise plutôt pour des lances et des javelots. Alors, lances et javelots sont utilisés de deux manières, soit justement pour le lancer sur l'ennemi, soit tout simplement pour le combat à distance. Hein, comme on n'a pas justement d'épée pour le corps à corps très longue, un court javelot peut être utile justement pour
laisser un périmètre de défense à l'individu dans le combat rapproché, dans le combat au corps à corps. Voilà, donc si vous voulez, en gros, voilà pour ce qui concerne les armes personnelles. Bon, le bouclier. Alors, le bouclier, on ne sait pas exactement quel était le bouclier des Hyksos, mais enfin, on a des dessins, notamment dans les tombes égyptiennes, déjà de cette période-là, qui nous montrent ce qu'était la forme des boucliers des soldats égyptiens. On peut penser que finalement, les autres armées cananéennes et hittites et Hyksos, je veux dire, avaient des boucliers qui étaient à peu près du même type. Les boucliers égyptiens ont cette forme-là, grosso modo. Et ce qui est très intéressant, c'est que les créneaux des fortifications égyptiennes ont exactement la même forme. Et il ne faut pas imaginer les créneaux comme ceux qu'on a au Moyen-Âge, des créneaux rectangulaires, mais les créneaux de cette période-là sont ovales, de cette forme-là. Et bien entendu, le bouclier n'est pas de métal, c'est une carcasse en bois sur laquelle est tendue une peau de cuir. Hein, ce sont des boucliers de cuir qu'il y a à cette période-là, puisque évidemment à cette période-là on est incapable de faire des boucliers de métal. Donc c'est quand même un armement relativement léger qui est utilisé à cette période-là. Bon, voilà pour ce qui est de l'armement. On va passer maintenant à un autre point, les temples. Les temples de l'époque du bronze moyen continuent justement les traditions des époques précédentes. Et on a finalement deux types de temples. Bien entendu, les temples de Hatzor. Hatzor, qui nous l'avons vu à cette période-là, est la grande ville, la capitale, nous dit la Bible, de tous ces royaumes. Hatzor était un carrefour, une plateforme importante, puisqu'elle était au confluent des routes qui allaient justement d'Égypte en Mésopotamie. Et donc c'était une des grandes capitales de l'Empire Hyksos. Tant et si bien que, bien sûr, il y avait des temples importants dans cette ville. C'est le professeur Yadin qui a retrouvé les temples Hyksos, et notamment un temple qui a à peu près cette forme. Bon, il y avait eu des temples qui se trouvaient à différents endroits de la ville, et notamment il y avait tout un complexe cultuel qui se trouvait à côté d'une des portes de la ville. C'était souvent d'ailleurs l'endroit où étaient situés les temples. Quand on entrait dans la ville, on débouchait directement sur le complexe cultuel. Alors il y avait plusieurs choses. Il y avait un sanctuaire, à peu près cette forme. Voilà, ça c'était le sanctuaire proprement dit. Avec ici deux colonnes qui font penser un petit peu, vous savez, à ce qu'on avait dans le temple de Jérusalem, Yachin et Boaz. Et puis alors ici, il y avait à l'entrée du sanctuaire proprement dit deux tours extrêmement importantes. Voilà, comme ça. Deux tours importantes qui protégeaient l'entrée du sanctuaire. Ici, c'était la bama sur laquelle se trouvait vraisemblablement la statue du Dieu. Bon. Alors, ça c'était en gros, si vous voulez, ce qui aurait correspondu au Saint des Saints, si on prend le modèle biblique. Et il y avait donc à côté un complexe qui est vraisemblablement était à l'usage des prêtres ou de ceux qui adoraient. C'est-à-dire que c'était un bâtiment de service, si j'ose dire. Là, donc, les prêtres avaient leurs vêtements, ça servait de sacristie. Ça servait, et on trouve des boxes pour les animaux, où les animaux destinés au sacrifice étaient placés en attendant donc d'être sacrifiés. Donc les adorateurs venaient avec leurs animaux, et puis il y avait des endroits où ils pouvaient loger, certainement. On venait de loin pour offrir des sacrifices, et alors les gens avaient de quoi trouver sur place toutes les commodités qui étaient nécessaires pour eux. Et puis aussi, vous savez qu'après les sacrifices, les animaux étaient mangés. Les animaux étaient mangés dans un repas sacré. Alors il y avait aussi des endroits prévus, des cuisines, des fours où les viandes étaient cuites, rôties après avoir été sacrifiées, et où donc ensuite les adorateurs avec les prêtres mangeaient. Il y avait une partie qui revenait aux prêtres, et il y avait une partie qui revenait à celui qui adorait. Et puis alors on a trouvé à l'extérieur alors justement l'autel sur lequel
étaient offerts les animaux. C'est très intéressant de noter que l'autel était en plein air. C'est une tradition finalement qu'on retrouvera aussi plus ou moins dans le temple de Jérusalem, où il y avait à l'intérieur... bon, le temple de Jérusalem est un peu bâti sur le même principe, pas sur le même plan. Hein. Bon, ici on a un autel qui est décentré par rapport au sanctuaire, et puis les bâtiments aussi, les bâtiments publics qui sont de l'autre côté. Tandis que dans le temple de Jérusalem, tout ça formait un ensemble harmonieux. Mais finalement, c'est la même idée. Il y avait donc ce qu'on appelait l'Ishkat HaKohanim, les chambres pour les prêtres. C'était le cas aussi à l'époque du deuxième temple. Pierre David, qui veut faire la maquette, tu trouveras ça dans les livres. Et puis alors l'autel, le grand autel pour les sacrifices, qui était extérieur, dans la cour d'Israël. Et puis ensuite, donc, le sang qui était emmené dans le sanctuaire par les prêtres. Seuls les prêtres avaient le droit d'entrer, évidemment, dans le sanctuaire pour offrir le sang des sacrifices à la divinité. Bon, ce temple a été en service de 1650 à 1550 à Hatzor. Et ce qui est intéressant, justement, c'est l'existence de ces deux tours là, qui protégeaient l'entrée du sanctuaire, sans trop qu'on sache d'ailleurs... alors, en principe, le temple était à l'intérieur des murailles, donc il était en principe protégé. Pourquoi, justement, les bâtisseurs de ce temple avaient éprouvé le besoin de protéger l'entrée par deux tours de ce type-là, peu importe. Autre complexe cultuel, c'est celui qu'on trouve à Sichem. Bon, il y a un problème ici de stratigraphie dans lequel je ne vais pas rentrer, qui est assez complexe, qui est dû au fait, justement, que on ne sait pas trop à quelle couche il appartient parce que le sol devait être en pente, quoi. Si vous voulez, le sol sur lequel il a été construit. Ah, là, ça marche plus. Le sol avait à peu près cette forme, si vous voulez. Alors, le temple a été construit comme ça, en déclivité, quoi. Hein. Voilà. Alors, finalement, quand vous creusez comme ça, vous avez tendance, hein, vous faites vous savez, vous vous souvenez quand on a parlé de la méthode archéologique, hein, on tend des cordeaux là. Hein. Alors bon, toc, voilà, vous avez ici votre cordeau qui donne le niveau, quoi. Ben, automatiquement, vous arrivez ici à un problème, vous dites mince, ici je descends, par exemple, je sais pas moi, à 70 cm hein, depuis le sommet de ce qu'on considère comme la couche, et puis ici on arrive au niveau zéro, quoi. On arrive au niveau zéro. Donc, est-ce que ces deux structures sont bien contemporaines? Finalement, comme on s'est construit de la même manière, avec le même style d'architecture, on conclut que c'est contemporain. Alors à ce moment-là, on s'est dit, est-ce que ce temple, finalement, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un temple, appartient à la couche, si vous voulez, je ne sais pas moi, à la couche... cette couche-ci, ou bien est-ce que ça appartient à la couche supérieure? En fin de compte, ça appartient à la même couche, si ce n'est, c'est tout simplement le fait que le terrain le terrain est en pente. Hein. Alors finalement, on ne sait pas finalement vraiment à quelle couche il appartient, mais enfin d'après Yadin, ça appartiendrait tout de même à l'époque du bronze, à l'époque Hyksos, quoi, la dernière époque du bronze moyen. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on retrouve justement dans ce temple de Sichem à peu près le même style que celui qu'on a trouvé à Hatzor. Si ce n'est, si vous voulez, que un petit peu ça se présente d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on a ici un sanctuaire qui est comme ça. Hein, voilà. Et puis ici on a aussi des tours, une espèce de tour, hein, qui délimite ici une entrée comme ça. Voilà. Et alors là, on n'a pas, si vous voulez, de ce qu'on appellerait dans une église du Moyen-Âge une abside, hein, la statue de Dieu était là, puis alors ici on a tout un ensemble de colonnes qui soutenaient le toit, quoi, hein, le plafond. Voilà, donc ici, c'est un temple aussi qui suit une tradition canadienne. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que les Hyksos ont adopté la religion locale. Ils avaient leur propre religion, on le sait, hein, mais finalement, ils ont adopté la religion locale. Et c'est très intéressant de noter que justement, ce temple de Sichem, pourrait être, selon Yadin, mais là, ça dépend aussi des problèmes de stratigraphie, mais pourrait être le fameux temple de Baal-Brit, dont il est question dans le livre des Juges. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode qui nous est rapporté dans le livre des Juges,
où Gédéon, donc, qui avait eu 70 fils, avait refusé la royauté. Et un de ses fils, issu d'une concubine d'ailleurs qui était originaire de Sichem, une cananéenne, a tué tous ses frères et s'est proclamé roi. Donc c'était le Avimelech. Et cela justement avec l'appui des habitants de Sichem, qui étaient donc apparentés à sa mère. Et depuis Sichem, pendant un certain nombre d'années, Avimelech a régné sur, pas l'ensemble du peuple d'Israël, mais enfin justement sur la montagne de Samarie, grosso modo. Et finalement, les choses se sont gâtées entre les habitants de Sichem, et vous vous souvenez qu'en assiégeant le temple de Baal-Brith, justement, Avimelech a été tué par une femme qui lui a balancé sur la tête une meule de moulin, ce qui a été pour lui évidemment une humiliation terrible. Il est mort par les mains d'une femme. Ça, pour un guerrier encore aujourd'hui arabe, n'est-ce pas, c'est la plus grande honte qui peut l'atteindre. Donc en même temps, c'était l'image du jugement qui a atteint Avimelech pour s'être comporté de la manière dont il s'est comporté. Bon, ce temple donc aurait été en service au-delà de l'époque du bronze moyen jusqu'à l'époque du bronze récent, et d'une manière assez avancée, il aurait pu être reconstruit à plusieurs reprises. Bon, voilà, ça c'est une théorie qui est celle de Gadi. Bien, maintenant, à côté de ce temple-là, on trouve aussi un petit temple à Sichem. Un petit temple qui, lui, est beaucoup moins important parce que celui-ci, comme on le voit, c'est une véritable forteresse. C'est la raison pour laquelle, justement, il correspondrait assez avec la description qu'en donne le livre des juges, puisque le livre des juges l'appelle non seulement le temple de Baal-Brith, mais également la tour de Sichem. La tour Migdal, en hébreu, c'est un petit peu, si vous voulez, une espèce d'acropole. C'est un petit peu ce qui correspondrait au donjon dans les châteaux forts du Moyen-Âge. Ça veut dire que, en cas de chute de la place forte, les défenseurs avaient la possibilité de se réfugier pour offrir une dernière résistance dans une forteresse intérieure, qui était le donjon. La plupart des villes anciennes, époque biblique, avait aussi, à l'intérieur de la place, dans l'endroit le plus élevé, une espèce de forteresse intérieure, comme c'était le cas justement en Grèce. L'acropole d'Athènes, par exemple, était un petit peu cette ultime forteresse à l'intérieur de la forteresse d'Athènes elle-même, quoi. Là, on était à même d'offrir une ultime résistance si vraiment toutes les autres défenses de la ville avaient été forcées. Et le cas échéant, les temples, c'était le cas à Athènes aussi justement, puisque ce qu'on appelle l'acropole était un complexe cultuel autant qu'un complexe militaire, avant d'être un complexe militaire. Donc les temples pouvaient éventuellement servir de forteresse. C'était d'ailleurs aussi une des fonctions du temple de Jérusalem, et on sait que ce fut le cas par exemple au moment de l'attaque romaine en 70, le temple a été une des dernières forteresses à l'intérieur de Jérusalem qui a résisté aux Romains. Donc ce temple-là pouvait effectivement servir et faire fonction de forteresse militaire, tandis que le petit temple qui se trouve à côté était incapable de remplir cette fonction du tout. Donc s'il faut choisir entre ces deux temples, c'était celui-là qu'il faut privilégier. Bon, voilà. Maintenant, il y a un autre phénomène aussi qui naît à cette période-là, c'est la naissance de l'écriture alphabétique. Jusqu'alors, l'écriture était connue évidemment depuis déjà longtemps, depuis les aurores de l'histoire, depuis l'ancien empire égyptien, et puis aussi évidemment depuis l'écriture sumérienne en Mésopotamie. Mais ces deux systèmes d'écriture n'ont jamais évolué, contrairement à ce qu'on dit, en un système alphabétique. L'écriture hiéroglyphique égyptienne était basée sur des symboles, et si ensuite, à l'époque du bas empire égyptien, il y a eu une forme, ce qu'on appelait le démotique, n'est-ce pas, qui a eu ensuite une évolution alphabétique, c'était sous l'influence de l'alphabet qui est né en dehors de l'Égypte. Mais là, c'est pas en Égypte qu'est né l'alphabet. Ça, il faut pas s'illusionner.
Bon, en Mésopotamie, c'était un autre système, c'était un système syllabique, donc ça n'a jamais évolué non plus en écriture alphabétique. Et finalement, la découverte de l'alphabet a été une découverte extraordinaire qui dépasse de loin la découverte de la bombe atomique. Finalement, c'était un coup de génie extraordinaire que de décomposer tous les langages humains possibles et imaginables en un système simple, n'est-ce pas, d'une trentaine de signes. Même pas 30 signes, finalement. Bon, ça a été un coup de génie. Un coup de génie. Bien. Et avec l'alphabet, finalement, notre alphabet latin et l'évolution de cet alphabet qui est né à cette période-là, cet alphabet permet de transcrire toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde sont susceptibles d'être représentées justement par notre alphabet qui est finalement unique. Il n'y a qu'un seul alphabet qui s'écrit de différentes manières, mais finalement c'est le même alphabet. Aujourd'hui, il y a l'alphabet latin, il y a l'alphabet grec, il y a l'alphabet cyrillique, il y a l'alphabet arabe, bon, etc. Il y a l'alphabet... qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres formes d'alphabet. Enfin, mais finalement, c'est la même manière d'écrire les mêmes signes, avec des dessins différents. C'est simplement le dessin qui déforme, qui diffère. Mais finalement, l'alphabet reste le même. Hein. Bon, cet alphabet, il est le fait, justement, il est né en Israël. Chez les Cananéens. Donc les Hyksos, si vous voulez, qui ont contribué aussi à la naissance. Et à la fin de la période Hyksos, on voit apparaître un proto-alphabet. L'alphabet proprement dit et évolué apparaîtra à l'époque suivante, c'est-à-dire à l'époque du bronze récent, mais là il y a déjà une évolution qui va donner naissance à l'alphabet. Et les premiers balbutiements, si vous voulez, de la découverte de l'alphabet se trouvent parmi justement les Hyksos qui ont envahi l'Égypte et notamment parmi les ouvriers qui travaillaient dans les mines de turquoise du Sinaï. Et là, justement, on trouve, c'est Sir Flinders Petrie qui a découvert au début du siècle dernier ce qu'on appelait l'alphabet proto-sinaïtique. Cet alphabet proto-sinaïtique, qui a été donc le fait de ces ouvriers qui travaillaient dans des conditions quasi esclavage, donc on peut penser que c'était des gens qui étaient proches justement des Israélites. Eh bien, on a trouvé sur des graffitis sur les parois justement des murailles, et notamment un graffiti qui se présentait de la manière suivante. Alors, bon. Qu'est-ce que je dis? Non, je sais que ça ressemble un peu à la stélo. Non, c'est quasiment des lettres. Bon, ici, ça vous fait penser à quoi? Comment? Oui? Pourquoi? Une maison. Et comment c'est dit maison en hébreu? Bait. Ça. Oui, mais enfin... Un œil. Comment se dit un œil en hébreu? Aïn. Ah, il faut un peu d'imagination. Mais vous pouvez trouver. Comment? Une voiture, dit l'autre. Comment? Un chat. Un serpent. Un oiseau. Oui. Et ça se dit. Alors, enfin, plus exactement, une partie d'un oiseau. L'aile de l'oiseau. Et ça alors là, c'est un des signes les plus communs qui soient. Une croix, oui. Donc,
si on assemble ces différentes là, ces différentes têtes, ça nous donne alors, n'oublions pas qu'à cette période-là, et comme jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, l'alphabet, c'est uniquement des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Hein. Donc automatiquement, ici, on va mettre une voyelle qu'on introduit pour la commodité. Hein. Ba'alat. Ça veut dire quoi? Comment? Il y a le maître seigneur quelque part. Oui, le seigneur, ça se dit Baal. Donc Ba'alat, ça sera. Oui? Non? Ba'alat? Pardon? La maison, non? Non. C'est le féminin. C'est le féminin de Baal. La dame, la maîtresse. Hein? Bon, or justement ce qui est très intéressant, c'est, bon, le Baal, il venait d'où? C'était le dieu de qui? Des Cananéens. Des Cananéens. Bon. Et est-ce qu'il n'y avait pas une ville en Canaan qui avait justement une déesse très très réputée? David, tu sais pas ça? Baal-Péor, c'était le dieu des Édomites. Enfin, ça venait de là. Quelle était la ville avec laquelle l'Égypte avait depuis les origines des relations très étroites en Phénicie? Byblos, Gval Byblos. La dame de Byblos, vous n'avez jamais entendu parler de la dame de Byblos? La grande déesse de Byblos. Ce qui veut dire que ces gens qui travaillaient dans les mines de Canaan étaient des gens de Byblos. Et comme par le plus grand des hasards, la première forme totalement élaborée de l'alphabet, cette fois-ci l'alphabet proprement dit, apparaît justement au XIIIe siècle à Byblos, à Gval Byblos. Donc si vous voulez, tout part de là. Et ici donc on a finalement la civilisation de Canaan au sens large, hein, et la civilisation d'où va naître justement cette découverte absolument géniale qu'est la découverte de l'alphabet. L'alphabet de Gval, l'alphabet de Byblos qu'on trouve pour la première fois sur le sarcophage du roi de Byblos, Achicham, est en fait un alphabet cunéiforme. C'est-à-dire qu'au début, quand on l'a découvert, on pensait que c'était de l'akkadien. C'est écrit justement avec des signes akkadiens. Hein. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 22 signes. 22 signes cunéiformes qui correspondaient justement aux 22 lettres de l'alphabet phénicien. L'alphabet qui sera ensuite l'alphabet hébreu. Bon, Cananéens et Israélites travaillaient ensemble comme esclaves en Égypte, et l'on peut penser justement que les Israélites ont eu connaissance très vite justement de cette découverte. Maintenant, le fait que cette découverte s'est répandue assez rapidement en Canaan est prouvé aussi par le fait qu'on a trouvé justement dans les environs de Bethléem, à peu près à cette même période, des têtes de flèches. Des têtes de flèches qui étaient des têtes de flèches en silex, semblables à celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Et sur ces têtes de flèches, il y avait justement des noms qui étaient écrits, vraisemblablement les noms des ennemis auxquels ces flèches étaient destinées. Avec aussi un sens magique, évidemment. On pensait qu'on n'avait pas inventé à cette époque-là le projectile guidé, vous savez, le missile de croisière qui était capable de déposer une charge à l'entrée d'une porte ou passer par une fenêtre, mais on avait quelque chose qui correspondait à cette découverte, c'était justement la magie. Et la magie, c'était de mettre le nom du destinataire de la flèche sur la tête de la flèche, et on était sûr qu'elle allait arriver droit au but. Bon, enfin du moins c'est ce qu'on pensait.
Et alors donc, on avait mis le nom du destinataire de la flèche. Et là, justement, l'écriture que l'on trouve sur ces têtes de flèche, c'est la même écriture que celle qu'on trouve dans les mines de turquoise, c'est de l'écriture proto-alphabétique. Alors ici, on est à l'époque, si vous voulez, grosso modo, de Jacob Joseph. Hein. Et là, donc, ça montre que déjà, à cette période, eh bien, l'alphabet primitif était en gestation. Et l'on peut imaginer, n'est-ce pas, qu'un homme comme Moïse, qui était à la fois des deux cultures, à la fois de la culture égyptienne, donc avec le hiéroglyphe, et puis en même temps de la culture cananéenne, enfin disons oui, cananéenne, hébraïque, hein, eh bien, a pu perfectionner une invention qui était encore finalement embryonnaire, qui était encore balbutiante à l'époque précédente. Voilà. Donc on peut dire que l'invention de l'alphabet est contemporaine, grosso modo, de l'Exode, hein, ce qui fait justement qu'on peut comprendre que cette découverte ait été absolument essentielle pour la rédaction du texte sacré, pour la rédaction de la Torah et donc de la Bible. On peut même se demander jusqu'à quel point une telle invention, une invention aussi géniale, n'a pas été tout simplement l'objet d'une véritable révélation de Dieu. Enfin, personnellement, c'est ce que je serais amené à dire. Bon, voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne l'écriture proto-alphabétique. 2 mots sur la céramique de cette période-là. Bon, cette céramique, elle est très typée, donc automatiquement il y a peu de problèmes de datation qui se posent justement avec cette céramique. Toute la céramique de cette période-là est faite autour. Jusqu'alors, on a à la fois de la céramique qui est faite à la main et de la céramique qui est faite autour. À partir de l'époque Hyksos, on n'a que de la céramique qui est faite autour. Maintenant, ce qui est très intéressant, ce qui est typique de la céramique Hyksos, c'est qu'elle a ce qu'on appelle une base en disque. Ça veut dire que, si vous voulez, si on renverse l'objet, hein, mettons par exemple, je ne sais pas moi, une coupe comme ça. Il y a ici une espèce de disque avec l'endroit où il y avait un trou pour le tour. Quoi. Le tour était fixé comme ça. Bon, alors si vous voulez, on coupe, ça va vous donner ça. Je vais la coupe ici comme ça. Et alors, si je veux faire ici l'intérieur, hein, en général, quand on présente une poterie en archéologie, on fait comme ça. Voilà. Comme ça. Et la même chose ici. Là. Et puis là, évidemment, on bouchait ensuite le trou. La pointe du tour était évidemment posée là. Et tout ça, évidemment, c'est en plein. Donc, base. Disc base, on appelle ça en anglais. Hein. Je ne sais pas comment on traduirait ça en français. Base en forme de disque, quoi, quelque chose comme ça, on dirait en français. C'est quelque chose comme ça. Bon, alors ça, cette poterie, elle suit aussi, bien sûr, la tradition locale. C'est ça qui est extraordinaire de trouver, c'est que finalement, il y a une tradition locale qui se poursuit dans le pays d'Israël, si ce n'est justement qu'on trouve en général cette base en forme de disque. Typique aussi de cette période-là, c'est ce qu'on appelle les bases de Tel El Yaoudié, du nom de l'endroit où on le trouve, qui est dans la plaine d'Israël. Et dans la plaine d'Israël, donc, est apparu, donc les environs Tratsor et tout ça, est apparu plus exactement, c'est au sud du Kinneret, une poterie tout à fait particulière, avec des décorations faites avec de la peinture rouge, des petits points, etc. Bon, enfin, ça, c'est technique, je ne vais pas rentrer dans cette... Alors, il y a aussi des représentations d'animaux, des vases qui sont en forme d'animaux, mais qui sont pas simplement... des bibelots, ce sont des poteries, mais si vous voulez, l'anse, par exemple, aura une tête de cygne, hein, ou bien alors l'ensemble de la poterie elle-même a une forme de tête humaine, avec des yeux, etc., comme on trouve encore aujourd'hui d'ailleurs des poteries fantaisistes qui représentent comme ça des choses. Bon. À côté de la production locale,
la poterie de production locale, on trouve beaucoup d'importations. L'époque Hyksos est une période de grands bouleversements et d'échanges commerciaux très importants entre la Mésopotamie, l'Égypte, et puis aussi évidemment avec la Méditerranée. Et notamment, on trouve des importations, enfin des poteries d'importation qui viennent de Chypre en particulier. Bon, la poterie de Chypre est très typée pendant toutes ces périodes-là. C'est ce qu'on appelle chocolate ware en anglais. Ça veut dire vase chocolat. Chocolat tout simplement parce que ce sont des poteries qui sont décorées avec une peinture brune qui ressemble un petit peu à du chocolat. Hein. Et alors, cette poterie a des prétentions quand même artistiques, mais bon, les artistes cypriotes n'étaient pas parmi ceux qui vont marquer d'une manière immortelle l'histoire de l'art. On trouve aussi, alors, notamment justement sur les familles des vases de Tel El Yaoudié, on trouve aussi une influence un peu des îles de l'Égée. Ce qui prouve aussi qu'à cette période-là, il y avait alors des relations avec les îles de l'Égée. On trouve évidemment aussi de nombreuses poteries égyptiennes, type Abydos, et puis alors aussi des poteries qui vont ensuite évoluer et qu'on va retrouver donc à l'époque du bronze récent, dont on trouve les premiers prototypes à cette période-là. Bon, voilà grosso modo, si vous voulez, ce qu'on peut dire de l'époque du bronze moyen. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur toute cette période ? Une démotique, il existait beaucoup plus tôt que ça. Oui, mais pas sous forme alphabétique. Le démotique, c'était... Non, mais c'est le temps de Ramsès, tout ça. Ah, mais on n'est pas encore à l'époque de Ramsès, là. Non, mais tu disais que c'était au bas empire. Oui, peut-être, oui. Enfin, disons, là, oui, la dernière période enfin, disons, après l'exode et la conquête, quoi. Après l'apparition de l'alphabet au Moyen-Orient. Effectivement, on se rend compte que l'alphabet aussi peut aider dans les... Bon, l'hiéroglyphique restera, dans les films qu'on a vus, là, je me suis rendu compte que ça avait continué même jusqu'à l'époque ptolémaïque, hein, parce que c'est une tradition religieuse vénérable. Mais pour la vie courante, c'est sûr que le démotique va rapidement s'imposer, parce que c'est quand même plus commode d'écrire en démotique qu'en d'écrire en hiéroglyphique, quoi. Mais l'alphabet vient de la région de Canaan, disons, de Canaan d'une manière globale. Et après, il va s'étendre aussi en Mésopotamie, mais alors ce sera là, dans le courant du premier millénaire, et notamment chez les Araméens. Et les Sémites de l'Est, ça veut dire la région de Babylone, etc., refuseront l'alphabet pour les mêmes raisons que les Égyptiens, parce que le cunéiforme est une écriture vénérable. Donc on ne l'abandonne pas, même si c'est plus facile. Tandis que les Araméens, qui n'ont pas ce passé, n'auront aucun scrupule à adopter l'écriture alphabétique. Autre question ? Bien, on va commencer donc la période suivante, qui est la période du bronze récent. Alors, la période du bronze récent correspond avec l'apparition du nouvel empire égyptien, c'est-à-dire la fin de la domination Hyksos sur l'Égypte. Et là donc, l'époque du bronze récent au Moyen-Orient part de la date approximative de l'expulsion des Hyksos, c'est-à-dire 1550 avant Jésus-Christ. Je dis approximative parce que les Hyksos étaient une grande puissance militaire, nous l'avons vu, et à la fin de la domination Hyksos sur l'Égypte, la domination qui a toujours été très mal supportée, très mal ressentie par les Égyptiens autochtones, et les Hyksos ont souvent eu des problèmes. Ils ont eu à mater de nombreuses révoltes qui avaient pour but de les expulser et de
placé sur le trône de l'Égypte des autochtones. Bon, il a eu des périodes, enfin la fin de la période Hyksos, ça veut dire justement un siècle avant, est une période de troubles, qu'on appellera d'ailleurs aussi la deuxième période intermédiaire, parce qu'elle correspond justement aussi à une période de troubles généralisés dans l'ensemble du Moyen-Orient. On trouve des troubles de ce type-là justement aussi en Mésopotamie, donc avec l'effondrement de l'empire néo-babylonien et l'arrivée donc de tribus aussi qui viennent du désert, notamment justement de tribus araméennes. On trouve aussi l'effondrement de l'Anatolie à cette période-là, et puis aussi alors des migrations extrêmement importantes, des mouvements de population très importants dans les îles dans les îles de l'Égée, en Grèce, à Mycène, et aussi effondrement à cette période-là de la civilisation crétoise. Donc ici, il y a tout un grand bouleversement mondial, hein, qui va profiter aussi finalement à ceux qui, en Égypte, rêvent d'expulser les Hyksos. Déjà, donc, les Égyptiens autochtones ont réussi à créer en Haute-Égypte un royaume qui pratiquement est en sécession par rapport au royaume d'Avaris, qui est la capitale des Hyksos, c'est-à-dire dans le nord de l'Égypte, dans la région du Delta. Et les historiens datent sa révolte de 1580 avant Jésus-Christ, se révolte contre les Hyksos. Une révolte qui va avoir justement un certain succès, mais qui va avoir beaucoup de temps à s'imposer, puisque finalement, il faudra attendre les années 50 pour que la véritable nouvelle dynastie qui va se créer alors, qui est justement la 19e dynastie égyptienne, s'impose véritablement. Malgré le 18e dynastie, oui. Malgré cela, malgré l'expulsion des Hyksos d'Égypte, la guerre contre les Hyksos, la guerre pour l'expulsion des Hyksos va durer encore des dizaines d'années. Et ce sera le cas notamment justement en Asie. Les Hyksos vont être rejetés en Asie, ça veut dire dans le pays de Canaan essentiellement. Mais pour que les Égyptiens reconquièrent véritablement le pays de Canaan, il faudra encore des dizaines d'années. C'est dire que les Hyksos vont être une noix extrêmement dure à craquer pour ce qui est justement des Égyptiens autochtones. Et c'est pourquoi justement on situe l'apparition du bronze récent environ vers 1550, parce que l'expulsion des Hyksos se fait sur un laps de temps extrêmement important. Par exemple, la prise d'une forteresse comme la forteresse de Shaouchen au sud du pays de Canaan, dans la région de, si vous voulez, à l'est de Gaza actuellement, prendra 10 ans. Il faudra 10 ans de siège aux Égyptiens pour s'emparer justement de cette forteresse Hyksos qui commandait l'entrée justement du pays de Canaan. C'est vous dire si la guerre contre les Hyksos va être une guerre terrible. L'historien juif Flavius Joseph situe alors l'Exode à cette période-là. Il considère que finalement les Hyksos que disons les Israélites sont une partie de la population Hyksos, la population asiatique, la population cananéenne qui va se trouver expulsée par justement la création du nouvel empire égyptien et l'apparition de la 18e dynastie égyptienne. C'est son opinion. Et de fait, un certain nombre d'historiens considèrent aussi que l'Exode, certains textes bibliques pourraient laisser à penser de fait que l'Exode ait pu avoir lieu à cette période-là, même si finalement le nombre d'historiens et d'exégètes qui se rallient à cette opinion est finalement beaucoup moins nombreuse que ceux qui croient que l'expulsion, l'Exode a eu lieu donc 2 siècles plus tard. Mais enfin, c'est une hypothèse qui a été avancée. Bien. Alors, là, nous avons apparition donc de ce que l'on appelle le nouvel empire égyptien, c'est-à-dire finalement
l'Égypte classique, l'Égypte qui a été l'objet, par exemple, de l'exposition qu'on a pu voir il y a quelque temps au parc Corus. C'est l'Égypte de cette période-là, c'est-à-dire l'Égypte qui regroupe deux dynasties essentiellement, la 18e et la 19e dynastie, qui va donc de Yarmès, le premier des pharaons de la 18e dynastie, jusqu'à Merneptah, même si, bien sûr, le nouvel empire égyptien se poursuit après, mais se poursuit dans un état, la gloire de l'Égypte, la grandeur de l'Égypte décline à partir de la fin du règne de Merneptah, donc, et de la 19e dynastie égyptienne. Bon, alors maintenant, sur le plan proprement archéologique, comment justement diviser cette période ? Bon, sur le plan historique, c'est très clair. Nous avons donc ici deux dynasties, nous avons dit 18e et 19e dynastie. Donc le premier des pharaons de la 18e dynastie est Yarmès. C'est date 1880-1557. Puis nous avons ensuite deux pharaons qui lui succèdent, Amenhotep Ier et Thutmès Ier. 1557-1501. Bon, là intervient un intermède tout à fait cocasse. L'Égypte va être dominée par une pharaone, la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut qui, telle l'amante religieuse bien connue, détrône son mari, l'emprisonne, et puis se déclare pharaon à sa place. Tellement pharaon d'ailleurs qu'elle s'habille en homme, qu'elle se fait représenter sur les bas-reliefs avec une barbe, peut-être portait-elle d'ailleurs une barbe postiche, c'est bien possible, et donc bon. Et finalement son fils Thutmès III lui succède, la détrône, et puis les Égyptiens sont tellement humiliés d'avoir été dominés par une femme qu'ils vont faire disparaître toutes les traces d'Hatshepsut martelées sur les œuvres d'art, etc. Enfin, tout ce qui peut rappeler justement cette femme. Si bien que finalement, le règne d'Hatshepsut n'est pas tellement bien connu, si ce n'est justement ce qui sera le titre de gloire de cette pharaone, c'est-à-dire une expédition maritime en direction de la mer Rouge, en direction de l'Afrique, vers l'Ouganda, etc., pour amener des richesses de l'Afrique profonde. Hein. Bon, alors Hatshepsut succède alors un des grands pharaons de la 18e dynastie, Thutmès III, 1501-1447, qui lui alors, on aura l'occasion de revoir, réussira à rétablir la domination égyptienne sur l'empire de Canaan, l'empire asiatique, va constituer l'empire asiatique, parce que finalement l'invasion des Hyksos a profondément marqué les Égyptiens, et les Égyptiens ont une peur panique qui va les tenir pendant toute cette période-là, c'est un retour des Asiatiques, que à nouveau les Asiatiques puissent dominer sur l'Égypte. Et pour empêcher un retour des Asiatiques, il n'y a qu'une seule solution, repousser le plus possible au nord la frontière nord de l'Empire. Et c'est ce qui explique justement la vision impérialiste des pharaons des 18e et 19e dynasties. Et pour cela, donc, créer des espèces d'états tampons. D'ailleurs, ça va être une politique qui va être celle de toute l'Égypte pharaonique jusqu'à l'époque perse, ça veut dire jusqu'à la disparition de l'Égypte pharaonique, créer des États tampons. Et ce sera le malheur justement du peuple de Juda de servir cette politique égyptienne bêtement, n'est-ce pas? Les rois de Juda ne comprendront pas le message du prophète qui va dire méfiez-vous de l'Égypte, ce roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. C'est exactement ce qui va se produire, n'est-ce pas? Et donc Thutmès III va être un des grands pharaons qui va réussir à unifier cet empire. Bon, à Thutmès succèdent des pharaons qui sont nettement moins dynamiques que lui. Et entre 1448 et 1375, il va y avoir trois pharaons plus insignifiants qui vont régner sur le trône de l'Égypte. Amenhotep II, Thutmès IV et Amenhotep IV,
qui ne sera autre que le fameux Iknaton, ça veut dire celui qui va créer la fameuse révolution, je ne dis pas monothéiste, c'est toujours la faute que l'on fait, on verra justement pourquoi, mais disons la monolatrie, le seul culte du dieu Aton. Donc il change son nom d'Amenhotep IV en Iknaton. C'est une période archéologiquement très importante, c'est ce qu'on appelle la période d'Amarna, nous aurons l'occasion d'y revenir, parce que Iknaton, alias Amenhotep IV, transporte sa capitale à Tel el-Amarna, qui va être donc en exercice uniquement pendant la période de son règne. À sa mort, donc, lui succède un certain Souéré, puis ensuite le célèbre Toutankhamon, qui célèbre uniquement parce que on a retrouvé une des plus riches tombes de toute l'Égypte pharaonique, qui a été exposée aussi il y a quelques années au parc Corus aussi. Mais qui n'a pas marqué l'histoire de l'Égypte autrement que par sa tombe, justement. Et puis ensuite, un certain Égès. Bon, ensuite commence alors là une période de troubles. Finalement, ce sont, à partir de la mort de Toutankhamon, et même avant la mort de d'Iknaton, on peut dire que ce sont des généraux et des prêtres qui dominent sur l'Égypte. Et finalement, cette dynastie s'éteint parce que finalement, les généraux qui ont pris effectivement le pouvoir se bombardent de Pharaon, mettent fin à la 18e dynastie et créent une nouvelle dynastie, la 19e. Donc la 19e dynastie avec son fondateur Emrab, qui était au départ un général révolté, qui va ensuite transmettre sa fonction au fameux Ramsès Ier, qui est donc le premier des Ramsésides, comme on les appelle. Donc ces deux pharaons vont régner de 1350 à 1315. Et puis ensuite, à Ramsès Ier succède Séti Ier, 1313-1292. Et enfin, évidemment, le célèbre Ramsès II, 1252 à 1252 à 1225. Donc très très long règne de Ramsès. Et à Ramsès II succède Merneptah, 1225-1215. Bon, voilà pour la période, si vous voulez, à partir de cette période-là jusqu'à la fin du siècle, disons 1202, s'achève l'époque du bronze récent et commence une nouvelle période, la période du fer premier, donc avec ici l'Égypte décadente, si l'on peut dire. Voilà, si vous voulez, grosso modo, donc c'est qu'est l'histoire de l'Égypte, qui sert, nous l'avons vu aussi, de repère à l'époque du bronze récent. Alors là, on distingue à partir de cette chronologie égyptienne 3 périodes archéologiques. La période avant El Amarna, donc qui est la période, si vous voulez, qui va de Yahmès à l'avènement d'Amenhotep IV. La période d'El Amarna proprement dite, ça veut dire la période d'Amenhotep IV et la fin de la période de la 18e dynastie, et puis l'époque ramséside, ça veut dire la 19e dynastie, jusqu'à la mort de Merneptah. Voilà. Si vous voulez, ça c'est les 3 périodes essentielles, justement, de cette période du bronze récent. Alors, ces 3 périodes-là vont recevoir en Israël la nomenclature suivante. Bronze récent 1, qui correspond à la période pré-Amarna. Bronze récent 2, la période El Amarna. Et puis, bronze récent 3, la période des Ramsésides. Voilà. Alors, il y a une autre nomenclature aussi, vous savez, c'est tout le problème, là, justement, chaque archéologue ou chaque école d'archéologue a un petit peu sa propre terminologie. Alors, il y a une école moins répandue qui divise tout simplement cette période en 2, bronze récent 1 et bronze récent 2, ça veut dire la période pré-amarnienne et la période amarnienne appartient au bronze récent 1 et la période ramséside au bronze récent 2. Mais bon, cette nomenclature-là est moins utilisée que celle que j'évoquais il y a justement un instant. Bon, il y a une autre manière aussi de diviser ce bronze récent. Alors, bronze récent 1, 2A et bronze récent 1, 2, 1B. Alors, bronze récent 1, ça correspondrait, si vous voulez, à la période pré-amarnienne jusqu'au règne de Thoutmès III, ça veut dire jusqu'à la mort d'Hatshepsut. Bronze récent 1B de Thoutmès III à l'époque d'El Amarna,
y compris, et ensuite bronze récent 2, époque des Lamarna, A, et bronze récent 2B, époque des Ramsésides. Bon, enfin ça c'est une autre manière, mais celle que nous adopterons c'est 1, 2 et 3, donc la période pré-amarnienne, amarnienne et ramséside. C'est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui donc parmi les archéologues. Voilà, puis maintenant on va s'arrêter là pour ce soir.